Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous M. Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole adjoint du parti politique Envol. Comme vous le savez, le parti Envol, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga, membre de Ensemble pour le changement. Bienvenue M. Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup Alain pour votre invitation. Très heureux d'être là. Famille, vous êtes dans une famille avec Ramazani Chadari? Pas du tout, même pas. C'est juste une coïncidence de nom et rien d'autre. Envol, c'est un parti de l'opposition, membre de Ensemble pour le changement. D'abord, la première question est celle de savoir, la veille des élections, vous étiez dans la Mouka avec les autres, mais juste après Genève, vous avez décidé de quitter la Mouka vous êtes désolidarisé de la Mouka. Pouvons-nous connaître la raison que vous avez poussé à faire ça? Vous savez, d'entrée de jeu, il faut savoir que l'Envol, mon parti, est un parti républicain, respectueux de textes ainsi que de ses engagements. Et si nous, on a décidé de quitter la bannière, la Mouka, pour continuer notre chemin autrement, c'est simplement parce qu'il y a une violation de principe. Violation de principe telle que nous nous sommes convenus. Souvenez-vous, il y a eu cette rencontre de Djobour où le critérium était mis en place pour le choix d'un candidat commun de l'opposition. Il y avait des critères, mais malheureusement à Genève, vous allez être d'accord avec nous, c'est lui qui était choisi candidat commun de l'opposition ne remplissait pas ces critères. Pour nous, c'était déjà une violation des accords de principe tels que nous nous sommes convenus. Et l'Envol a pris ses responsabilités tant que parti politique autonome. Nous avons décidé d'aller accompagner un candidat qui allait gagner, c'était Félix Tshisekedi. Nous l'avions accompagné parce que Félix Tshisekedi, derrière lui, toute une population était là, porteur d'un projet. Le projet à l'époque qui était le projet commun de l'opposition, il s'agissait de l'alternance démocratique au sommet de l'État. Moi, je suis un des jeunes qui ont milité au sein de la jeunesse du rassemblement. Souvenez-vous du slogan « Kabila dégage ». Nous avons pris ces risques. Nous sommes descendus sur terrain pour donner à cette population l'espoir de voir un jour l'alternance démocratique et pacifique être réalisée au sommet de l'État. Voilà pourquoi l'Envol avait décidé de ne pas soutenir un candidat qui n'allait pas gagner les élections. Mais il était élu parmi ses pairs de la Mouka et il devait aussi bénéficier du soutien de tous ses élus, de tous ses leaders. On vous accuse de trahison. Vous avez trahi la Mouka à l'époque. Non, non. Écoutez, vous savez, comme le dit un auteur que j'aime bien, Sacha Guitry, il dit, vous savez, la logique et la raison aura toujours du mal à être compris devant, passez-moi l'expression, la sottise. Monsieur Rodrigue Ramazani, on accuse l'Envol d'avoir trahi la Mouka parce que c'était simple, vous alliez derrière Fayoulou et puis vous allez aux élections, vous gagnez. Vous savez, cette thèse est une chronique du front de la connerie. Excusez-moi de reprendre Sacha Guitry ici, qui dit souvent que la logique et la raison aura du mal à se faire comprendre face à la sottise. Non, l'Envol ne fait pas une politique émotionnelle. Nous ne faisons pas de la politique sensationnelle. Notre politique est assise sur base de la raison. Nous avions réfléchi. Il fallait soutenir un candidat qui allait rencontrer ce que la population attendait en son temps. Ce que la population attendait en son temps, c'était une alternance démocratique au sommet de l'État. Qui pouvait nous apporter cette alternance démocratique au sommet de l'État à l'époque, si ce n'est pas un candidat venant d'un grand parti de l'opposition à l'époque, d'ailleurs qu'on appelait la fille aînée de l'opposition. C'était tout à fait naturel pour nous de soutenir un candidat qui allait remporter les élections. Et notre choix aujourd'hui a démontré à suffisance que nous sommes arrivés à ce grand projet de l'alternance démocratique au sommet de l'État. S'il y a eu trahison quelque part, il faut le vérifier, il faut le voir du côté de ceux-là qui ont violé le critère que nous avions décidé depuis Djobour pour choisir un candidat commun de l'opposition. La trahison n'est pas de notre côté. On dit qu'Envol s'est allié à Félix parce qu'il s'attendait à avoir des postes dans le gouvernement. Finalement, vous n'avez pas eu. Donc vous êtes aussi déçu. Hein? Même pas Alain, je peux vous rassurer, ainsi que le millier de téléspectateurs qui vous suivent. Parce que le nom de votre président, on écoutait, on entendait le nom de votre président. Ce nom était cité partout, il sera dans le gouvernement et finalement...
Ben, écoutez, la politique ne se fait pas dans des réseaux sociaux. On ne forme pas un gouvernement sur Facebook, encore moins sur WhatsApp. Tout ce que vous lisez, ce ne sont que des rumeurs de la rue. L'envol fait de la politique, non pas sensationnelle, nous faisons de la politique avec raison. Nous sommes un grand parti politique, une machine à idées pratiquement, un laboratoire politique de ce pays. Nous ne sommes décidés de rien parce que l'envol, dès la rentrée parlementaire de cette législature, nous, en tant que parti politique de l'opposition dans les institutions... Donc vous avez 4 élus. Hein, nous avons fait 6 élus aujourd'hui. 6 élus. Nous avons fait notre déclaration d'appartenance au sein de l'opposition. C'est à la rentrée parlementaire que nous avons fait notre déclaration d'appartenance. Alors que le gouvernement est sorti plusieurs mois après, nous avons même fait plusieurs déclarations. Moi qui vous parle ici, j'étais plusieurs fois dans plusieurs plateaux. Nous avons fait des activités pour dire clairement que nous avons soutenu Félix Tshisekedi, bon vent à lui. Nous, au regard des enjeux, au regard de la situation du pays, nous estimons... C'est ce qui est quand même curieux. Vous avez soutenu le candidat qui a finalement été élu président, mais vous êtes de l'opposition. C'est quand même paradoxal. Hein? Oui, c'est paradoxal parce qu'au Congo, nous sommes habitués à des politiques qui ont décidé de faire de la gestion de la chose publique leur carrière, leur fonction, leur travail. Non, nous ne faisons pas la politique pour vivre de la politique. Nous, en l'envol, la majorité de nos cadres et de nos militants, commençons même par le président national de notre parti, sous son leadership, nous apprenons autre chose. Nous avons nos travails, nous avons des fonctions que nous occupons ailleurs et nous faisons de la politique pour servir la population. Et pour servir notre pays, nous n'avons pas besoin d'être membre d'un gouvernement quelconque. Voilà pourquoi la position de l'envol a étonné plus d'un. Nous, on a soutenu Félix Tshisekedi. Nous l'avions soutenu pour atteindre un projet commun qui était l'alternance démocratique au sommet de l'État afin de faire émerger notre démocratie. Mais malheureusement, après les enjeux tels que vus, telle que la configuration politique s'est présentée, l'envol a décidé de servir le pays autrement, de servir dans l'opposition afin aussi de faire réaliser le vœu de la loi. Le vœu de la loi, c'est ça un important statut de l'opposition, une opposition républicaine. Nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, mais dans le cadre d'une opposition républicaine. Vous n'êtes pas au gouvernement, vous avez choisi de servir le pays autrement parce que Cash avait refusé de vous intégrer ou comment? Parce qu'on le sait. On n'a jamais fait une demande d'être membre du gouvernement. Encore moins, le Cash nous a approchés pour nous demander d'être membre d'un gouvernement. Donc vous soutenez le candidat Tshisekedi à l'époque? Nous avions soutenu un candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi. Un candidat de l'opposition qui, après, est devenu président de la République. Nous, en tant que parti politique républicain, nous avions décidé de faire notre déclaration d'appartenance à l'opposition. Vous savez, être dans l'opposition n'est pas aussi mortel que ça. Être dans l'opposition, c'est aussi aider le pouvoir à pouvoir mieux diriger. Nous, on a choisi ce rôle-là, de faire de l'opposition républicaine, afin de rappeler au gouvernement leurs responsabilités, de rappeler à la majorité qui est composée aujourd'hui du FCC Cash leurs responsabilités, car ils doivent savoir qu'au-delà de toute chose, le peuple les attend au bilan en 2023. Envol fait partie de l'opposition. Donc, Envol fait partie de Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement qui fait partie de la MOUCA. Mais aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas de la MOUCA. Ça veut dire quoi? Depuis Genève, l'Envol a pris sa position. On a décidé de ne pas soutenir le candidat de la MOUCA. Et depuis lors, on a cessé de le dire que nous ne sommes pas de la MOUCA. Mais Ensemble pour le changement. Nous sommes membres de l'Ensemble pour le changement. Maintenant, nous allons nous expliquer. Allez-y. L'acte qui transforme la MOUCA en plateforme politique. Lisez-les très bien. Vous allez comprendre que la MOUCA en soi est une affaire de Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, bref, tous les leaders qui composent... Et Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, tous les leaders qui composent la MOUCA. Parce que pour qu'un leader, une personnalité puisse intégrer la MOUCA, il doit avoir l'aval du présidium, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire de leur plateforme. Ils sont là-bas comme personnalité politique. Donc, le fait que l'Envol ne puisse pas appartenir à cette plateforme, ce n'est pas étonnant. Nous sommes membres d'Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement qui n'est pas membre de la MOUCA, mais Moïse Katumbi est membre de la MOUCA. C'est juste la nuance qu'il faut apporter. Vous êtes membre de Ensemble pour le changement qui est présidé par Moïse Katumbi Chapwe, mais il a un projet de créer une grande formation politique. Est-ce que Envol fera partie de cette formation politique?
Moïse Katumbi est un partenaire politique avec qui nous faisons chemin depuis un bon moment. Nous, on a décidé de porter la candidature de Moïse Katumbi au moment où beaucoup encore n'y croyaient pas. Nous, on s'est battus, nous sommes allés jusqu'à Nyoki, vers le Maïndombe, où on a décidé de faire la candidature commune. Nous sommes allés, moi personnellement, j'ai accompagné le président national de mon parti jusqu'à Masuika, ou Kananga, pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Malheureusement, la situation est arrivée comme l'ancien régime le voulait. Maintenant, Moïse Katumbi est un partenaire, il a la liberté d'avoir un parti politique. Ça, il faut le reconnaître parce que c'est un citoyen. Est-ce qu'il va bénéficier de votre soutien? Un grand leader. L'Envol avait pris aussi sa position par rapport à cette question. Nous disons ceci. Nous sommes un parti qui respecte de texte et ses engagements. Quels sont nos engagements vis-à-vis de la plateforme électorale Lamoka? Notre engagement, c'est de soutenir la candidature de Moïse Katumbi, de soutenir, de former une plateforme électorale. Ensemble pour le changement. C'est ce qui nous lie à la plateforme. Nous sommes membres de cette plateforme pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Maintenant, si Moïse Katumbi décide de se créer un parti politique en dehors d'Ensemble pour le changement, libre à lui, la plateforme va continuer à exister. Mais s'il décide de prendre cette plateforme qui soutient sa candidature et les transformer à un parti politique, mon parti Envol ne sera pas membre de ces partis politiques. Donc vous allez lui tourner le dos. Nous n'allons pas lui tourner le dos, nous allons simplement faire état de non-respect de nos engagements. Les engagements sont là. Moïse Katumbi, je ne cesse de le dire, est un partenaire politique. Mais en soutenant Moïse Katumbi, l'Envol n'a pas aliéné son autonomie politique. Nous, on n'a pas aliéné notre autonomie politique lorsqu'on a décidé de soutenir Moïse Katumbi. Nous les soutenons, mais l'Envol continue à exister comme parti politique à part entière. Dernièrement, vous avez lancé une pétition pour la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous trouvez ça opportun aujourd'hui de réviser la Constitution? Qu'est-ce qui nous motive à militer pour la révision constitutionnelle aujourd'hui? Ce qu'il faut d'ailleurs rappeler, c'est depuis le mois de juillet, entre le 11, le 12 et le 13 juillet de cette année, l'Envol, après les élections, a convoqué son bureau politique où nous avions reçu plus de 58 délégations venant de l'extérieur du pays et de l'intérieur du pays. Nous nous sommes retrouvés pour réfléchir tant sur l'avenir du parti, l'avenir de la République et la situation électorale sur plusieurs questions. Et après ces échanges, les membres du parti ont décidé notamment pour trouver la solution aux différents problèmes qui se posent, il fallait notamment aussi revoir notre Constitution. Ce qui nous motive, c'est lorsque nous regardons la situation du pays, nous nous disons, après plusieurs années d'application de la Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, après 3 cycles électoraux pratiquement, il est quand même question que nous puissions revoir certaines choses. Il faut reconnaître à notre Constitution de force. Notre Constitution a de force, mais il faut aussi reconnaître que notre Constitution accuse certaines faiblesses. Voilà pourquoi, au regard de ces faiblesses, nous disons ceci. La force de notre Constitution réside notamment dans l'article 220 qui verrouille certaines dispositions dites intangibles. Mais du reste, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Et quelles sont ces faiblesses? Il fallait renforcer. Les faiblesses qu'il faut renforcer dans notre Constitution, nous avons soulevé une affaire de 31 dispositions à revisiter. Parmi ces faiblesses, nous avons d'abord cette affaire du président de la République qui doit rester en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Un arrêt consacré même par la Cour constitutionnelle. Nous, étant que machine à idées, laboratoire politique, l'on voit les dangers arriver. On dit ceci, qu'il est incohérent que, conformément à l'article 69 de notre Constitution, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lui qui est censé être la sentinelle pour veiller au bon fonctionnement des institutions, au bon fonctionnement, bref, de la République, lorsqu'il est défaillant et que les élections ne sont pas tenues dans le délai imparti par la loi fondamentale, qu'il puisse encore en bénéficier. Nous risquerons d'avoir dans l'avenir un président de la République qui fera retarder ou par son pouvoir faire retarder les élections à plus de 20 ans. Il restera en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président. Et de là, l'Envol propose, dans le cadre de l'article 70, l'instauration d'une sanction. Nous disons,
lorsque le président de la République, garant des institutions, évidemment, du bon fonctionnement des institutions, ne prend pas soin d'organiser les élections dans les délais impartis par la loi fondamentale, il doit être réputé démissionnaire. Première chose. Deuxième chose, il s'agit de l'article 71. Nous disons ici, ce qu'on nous avait vanté en 2011, c'est qui nous a amené à avoir les élections présidentielles à un seul tour, à la majorité simple, nous disons, aujourd'hui, cela ne se justifie pas. On nous a poussé des raisons. Premièrement, c'était un problème de moyens. Deuxièmement, ces élections nous divisaient de plus. Laissez-moi vous démontrer le contraire aujourd'hui. Parce que la RDC, c'est parmi les élections les plus coûteuses. Hein? Revenons en 2006. Parce que revenons en 2006. Nous avons 3 cycles. Revenons en 2006. En 2006, les élections ont coûté je crois, 370 millions d'euros. 370 millions d'euros avec l'appui de la PACE, de PNUD. Les élections nous ont coûté moins cher. Les élections de 2011 nous ont coûté dans une affaire de 1,80 quelques milliards de dollars. Les élections les dernières élections, n'en parlons pas, parce que ça a coûté encore plus cher. Le problème, en fait, aujourd'hui, il ne faudrait pas se voiler la face. Le problème, ce n'est pas les opérations de scrutin. Le problème, c'est la gouvernance de la CENI. La CENI est parmi les institutions de notre pays qui n'a jamais été auditée. Alors qu'avec vous, nous avons appris plusieurs scandales. L'argent qui quittait la BGFI pour traverser de l'autre banque, l'argent qui partait dans des familles que nous connaissons de nom, parce que certaines personnes ont la même mise dans la gouvernance. Est-ce que vous ne trouvez pas que le problème se situe dans le nombre des candidats? Parce que les candidats qui étaient aux législatives en 2006 n'est pas le même nombre en 2011 et ça a augmenté encore en 2018. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas l'opération de candidat ou encore l'opération de scrutin, c'est la gouvernance de la CENI. La CENI est mal gouvernée aujourd'hui. Mais imaginez, prenons le cas des appels, le marché public électoral aujourd'hui dans notre pays qui se passe de gré à gré. De gré à gré, de surcroît surfacturé. Alors qu'à l'époque où il y avait la PACE, le marché public s'est passé conformément à la loi. Aujourd'hui, il suffit d'être la femme d'un ministre ou être membre de la famille présidentielle pour avoir le marché public auprès de la CENI. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Il y a de surfacturation inutile. Il y a le détournement de carburant. Les outils, le matériau de la CENI passe par où? Ils vont où? L'argent que l'État met pour l'organisation des élections, comment ça peut quitter de telle banque à une autre banque pour d'autres besoins contraires que ce pourquoi cet argent est destiné? Le problème, en réalité, si nous devons réfléchir en républicain, vous allez constater que le problème, c'est d'abord trouver la solution à la gouvernance de la CENI. Ce n'est pas une question de moyens. Lorsque nous sommes passés à un tour, à 2 tours, l'objectif était que les élections puissent coûter moins. Mais oui. Pourquoi les élections ont coûté plus cher qu'avant? Peut-être, je le disais tantôt, parce qu'il y a eu plusieurs candidats, plus de candidats qu'en 2006 ou en 2011. Il y a eu plus de 18 000. C'est pas ça le problème. Le problème, je viens de le répéter ici, je ne cesserai de le dire, il faut l'analyser froidement. Nous pouvons prendre, prenons par exemple aujourd'hui, la machine à voter qui vient d'arriver. La machine à voter qui vient d'arriver économise beaucoup d'argent déjà dans le poste qui était à l'époque impression bulletin à papier. Déjà avec ce poste-là, ça peut nous permettre d'organiser suffisamment bien cet aspect de choses que vous relevez de beaucoup de candidats. Parce que l'argent est parti. Non pas dans l'impression, dans l'imprimerie, mais maintenant nous avons des machines à voter qui sont là, qui nous permet, il faut le reconnaître, qui nous permet à économiser suffisamment. Donc le problème aujourd'hui n'est pas à ce niveau-là, mais c'est la gouvernance de la CENI. Il faut mettre des gens qui vont venir pour gouverner la CENI, non pas pour s'enrichir personnellement, mais aussi il faudrait vraiment laisser que cette CENI soit gouvernée de manière indépendante. Et vous avez évoqué l'autre, oui, allez-y. À l'article 70, c'est le retourner, article 71, je disais, le retour au 2e tour de l'élection présidentielle afin de renforcer la légitimité
de l'élu président de la République. Il faut reconnaître que depuis 2011 à ce jour, nous avons des présidents de la République qui sont mal élus. Mais vous savez aussi qu'il y a un problème qui nous guette. C'est lui qui consiste dans la division du pays. Vous vous souvenez, en 2006, le pays était pratiquement divisé entre l'Ouest et l'Est. Mais vous ne trouvez pas qu'avec un tour, on essaie un peu de ne pas avoir ce problème? Sans vouloir faire un pic sur le tribalisme, vous allez remarquer que les élections de 2006, à la différence de celles de 2011, vous allez constater qu'on a été plus divisé. En 2006, non. Je me souviens. Au contraire, regardez le récent élection. Pourquoi une des raisons que Guizeng a choisi de s'allier à Kabila à l'époque, c'était pour éviter ce clivage. Quelqu'un de l'Ouest s'est allié à quelqu'un de l'Est. Écoutez, je n'entrerai pas dans des négoces politiques. Ce que moi je veux dire, regardez les récentes élections. Même aux élections de 2006, j'étais électeur. Je n'ai pas vu ces vagues de tribalisme prendre de l'ampleur. Non, le problème aujourd'hui, il faut arriver à fédérer la République. En 2006, on peut se dire que c'était notre première expérience. Mais aujourd'hui, nous avons pris de la maturité. Aujourd'hui, il faut arriver à fédérer les candidats derrière des idées, derrière un candidat, pour donner effectivement cette légitimité que la population doit reconnaître. Mais pourquoi vous vous étonnez sur des divisions qui arrivent? Lorsque vous avez un candidat qui est élu à moins de 50%. Et nous avons même le risque, si nous continuons sur cet élan, d'avoir un président de la République qui sera élu à la majorité simple avec 20%. Nous sommes un État de plus de 80 millions de Congolais. Il est très important aujourd'hui que nous puissions revoir certaines choses pour que la légitimité du président de la République soit renforcée. Et en Afrique du Sud, où le président est élu d'une manière indirecte par les députés nationaux, là-bas, le président n'est pas légitime, tout ça? Nous n'avons pas la même histoire que l'Afrique du Sud. Après, vous allez m'amener en Bolivie, en Russie, vous allez nous amener ailleurs. Nous n'avons pas la même histoire politique, nous n'avons pas la même histoire constitutionnelle, nous n'avons pas le même problème. C'est deux choses différentes. La comparaison n'est toujours pas raison. Mais et si aujourd'hui on disait non, que les députés nationaux puissent voter, les députés, disons, ça sera une violation de la Constitution. Écoutez, même lorsque nous Mais on peut même réviser cet article par rapport à ça. Même lorsque nous décidons d'aller revisiter la Constitution, il faut noter que le pouvoir du constituant dérivé est limité par le constituant originel. Dans le cas de espèces au Congo, ce que vous venez d'évoquer est parmi les choses qui sont verrouillées par l'article 220 qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Chez nous, procéder ainsi, ça sera changer la Constitution et non réviser la Constitution. Ça, c'est un danger qu'il faut éviter à notre démocratie. Et il y a une autre disposition de la Constitution que vous souhaitez voir révisée? Oui. Prenons l'exemple des élections au suffrage universel indirect, au suffrage indirect, pas universel, au suffrage indirect dans notre pays. Vous savez que ces élections de sénateurs et de gouverneurs sont devenues une forme de bourse de valeur, où les mieux offrants gagnent. Il suffit de rester chez soi, c'est dire que ok, je ne serai pas candidat aux sanctions de la population, je reste tranquille, j'économise mes 100 000 $ ou mes 50 000 $ de campagne, je vais approcher 3 députés provinciaux à qui je vais remettre des billets verts et ainsi je serai élu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un Sénat, permettez-moi d'estimer, qui peut être à 90% de corrupteurs qui sont passés candidats. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons vu des éminents politiciens de mon pays dénoncer cela. Les éminents politiciens de mon pays qui avaient des ambitions d'être candidats sénateurs, certains ont même retiré leur candidature parce que les députés provinciaux exigeaient de l'argent pour donner leur voix. Et ça, c'est inacceptable dans une démocratie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre en place une démocratie des riches. Nous avons une population pauvre, alors ne mettons pas en place une démocratie des riches. Voilà pourquoi l'envoi le propose. Pour les élections des sénateurs, nous proposons que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct, dans une circonscription uninominale à un seul tour à l'échelle de villes, chefs-lieux de province et territoires. Aussi, pour le candidat gouverneur, nous disons pour nous, afin d'éviter tout ce qui est arrivé, toute cette corruption qui
qui a mis mal à l'aise toute une société, notre population a décrié cela. Nous disons, pour être Monsieur candidat Ramazani, gouverneur... Oui. D'abord, avant d'aller au niveau des gouverneurs, au niveau des sénateurs, vous dites qu'il faudrait les élire à suffrage universel direct. Mais la population n'est pas aussi à l'abri de la corruption. Polo, disons, t-shirt, sac de foufou, sacomi de l'osso, tout ça. Donc vous n'aviez rien résolu. Non, nous avons Parce que la certaines plupart questions, de ceux qui sont faudrait passés pas, ont donné des t-shirts. Ici j'aimerais, Alain, ici j'aimerais fixer l'opinion, nous parlons de la révision constitutionnelle. Il ne faudrait pas faire dire à la Constitution tout. Il y a une loi électorale qui est censée organiser aussi les élections. Comment est-ce que les élections doivent se dérouler? Ici, nous parlons révision constitutionnelle. La Constitution va poser le principe. Après, il y aura une loi qui va organiser le déroulement des élections. Ça, c'est un autre problème. Soyez-en sûrs, l'envol est en train d'y penser. Est-ce que le très bientôt, problème va ne pas déposer, ailleurs? va Ça ne déposer réside pas au fait certainement une proposition de loi du mode par- de scrutin des sénateurs. Pourquoi ne pas moraliser, par exemple, les députés provinciaux? Le problème aujourd'hui est que c'est devenu trop facile. C'est devenu trop facile pour un candidat sénateur. Je le dis. Je vais vous donner un exemple, parce que vous voulez des exemples. Allez-y. Je vous donne un exemple. Nous sommes au Sénat. Vous avez un candidat député, un sénateur dont la population a tourné le dos depuis 2011. La population ne lui fait pas confiance depuis 2011. Vous avez encore un autre, je donne des exemples, un autre sénateur qui a postulé presque dans tout le suffrage. La population ne lui a pas fait confiance. Mais un bon matin, un bon soir, il se retrouve sénateur. C'est par quel biais? C'est par quelle magie? Et après, il se retrouve à la tête de cette institution. Vous avez en réalité, dans ces institutions-là, certains sénateurs dont la population a tourné le dos, mais malheureusement, Mais les votés députés par provinciaux... ceux qui ont été envoyés par cette population. S'il vous plaît? Ces sénateurs-là dont vous décriez ont été votés par ceux qui ont eu le mandat par cette population-là. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas la volonté de la population. La population, je donne un exemple encore pour les élections de gouverneurs. Prenons le cas de 2006. Kinshasa décide de donner au MLC la majorité à l'Assemblée provinciale. C'est ça le vœu de la population, c'est de voir le MLC diriger Kinshasa. Mais malheureusement, parce que les élections au suffrage indirect dans notre pays est une bourse de valeur où le mieux offrant gagne, le mieux offrant avait gagné. Mais le vœu de la population n'a pas été réalisé. Notre objectif dans les différentes réformes que nous allons présenter pendant cette législature, notre souhait, notre démarche, notre motivation est d'abord, de combattre la corruption, parce que nous, en tant que parti politique, l'envol a comme leitmotiv de combattre aussi la corruption. 2, permettre à ce que la volonté du peuple soit réellement exprimée. Dans le cas que je viens d'évoquer de 2006, la volonté du peuple, et dans plusieurs autres cas, si je veux le soulever ici, la volonté du peuple n'a pas été exprimée. Donc, troisième objectif dans les différentes réformes que nous sommes en train de proposer est de faire en sorte que les institutions de la République puissent servir réellement la population en lieu et place de servir. Donc, si je comprends bien, la population a fait des mauvais choix. La population n'a pas fait le mauvais choix. Ce sont les négociations politiques qui ont tourné en mal la volonté de la population. Imaginez, la population donne la majorité à la province, à une famille politique. Qu'est-ce que cette population attend? N'attend pas voir le parti minoritaire venir diriger. La population croyait au MLC en 2006, voulait le MLC en 2006, mais malheureusement, le candidat MLC n'est pas passé pour des raisons que nous connaissons tous. Et parlons de gouverneurs. Ils doivent être nommés par le président de la République? Pas du tout. Pas du tout. Nous, ce que nous proposons est différent de ce que vous voyez. Nous proposons ceci. L'élection de gouverneur doit se passer parmi les députés provinciaux. D'abord, avant d'être gouverneur, il faut se rassurer que vous avez l'onction du peuple. Le peuple vous devez d'abord être député provincial. Pourquoi? Parce que là, nous estimons, parce que notre objectif, dans le cadre de notre réforme, parce que nous parlons de cet aspect, c'est de renforcer la légitimité des élus. Un candidat député provincial a la légitimité de la population parce qu'il est porteur de l'espoir de la population et la population lui a donné mandat. Maintenant, parce qu'il a le mandat de cette population, il peut
diriger cette ville ou encore il peut diriger cette province, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir été élu député provincial, il faut maintenant vérifier si la liste électorale où vous étiez classé, cette liste électorale a au moins obtenu 15% de sièges au sein de l'Assemblée provinciale. Une façon aussi d'avoir un député qui a au moins des assises solides. Ce n'est pas une manière de restreindre aussi la liberté d'un individu de postuler? Ce n'est pas, même pas, on ne restreint pas, ce sont des critères électoraux. Lorsqu'on dit pour être président de la République, il faut avoir tel âge, ce n'est pas qu'on est en train d'exclure ceux qui n'ont pas cet âge, c'est simplement des critères qu'il faut respecter. Ça n'a rien de l'exclusion. Donc, ce que nous disons, vérifiez d'abord que votre liste électorale a atteint 15% de voix au sein de l'Assemblée provinciale pour prétendre être candidat. Et après, les jeux politiques peuvent se jouer. Mais lorsqu'on constate qu'aucune liste n'a atteint 15%, on ouvre l'élection à toutes les listes, mais au sein de l'Assemblée provinciale, parmi les députés provinciaux. C'est pour aussi éviter qu'une personne qui était gouverneur à l'Est se retrouve encore gouverneur à l'Ouest, sans pour autant qu'il ait mandat des habitants de cette province. Monsieur Rodrigue Ramazani, est-ce que vous n'ouvrez pas une boîte à Pandore? Vous êtes minoritaire, vous êtes de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est la majorité parlementaire qui vote. Est-ce qu'en proposant tout ça, ce n'est pas une sorte de boîte à Pandore que vous ouvrez? Même pas. L'envol, en fait, prend un débat de société qui était fragile hier, le rend potable aujourd'hui vis-à-vis de la population, pour que tous soyons face à des réalités. Vous savez, il faut rester réaliste. Notre Constitution, la classe politique, de manière unanime, je le dis, de manière alors unanime, est d'accord qu'il faut passer à une révision constitutionnelle. Qu'on soit minoritaire ou pas, ça, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, cette démarche n'est plus seulement la démarche de l'envol. J'ai suivi le coordonnateur du FCC à l'époque où nous avions déposé notre proposition de loi à l'Assemblée nationale, dire que oui, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous devons aller à une révision constitutionnelle, mais ils n'étaient pas d'accord avec certaines dispositions proposées. C'est tout à fait naturel. Nous n'avons pas le sens de dire que nous avons le monopole des idées. Mais il n'y a pas encore longtemps, là je viens de parler du FCC, il n'y a pas encore longtemps, j'ai lu le directeur du cabinet du chef de l'État, à l'occurrence le président Vital Kamerhe, qui a pratiquement repris les différentes dispositions que nous proposons pour la révision constitutionnelle, et il dit qu'il est d'accord avec ça, que lui ne trouve aucun problème quant à ça. Ça veut dire de manière unanime, parce que j'ai pris l'échantillon de 2 familles politiques qui du reste sont de la majorité, sont d'accord avec la démarche. Et je le dis même au sein de l'opposition, j'ai suivi beaucoup de députés de l'opposition dire que oui, c'est vrai qu'il faut aller à la révision constitutionnelle, néanmoins ils ne sont pas d'accord avec telle disposition et telle disposition. Ça sera au moment du débat. Mais le plus important aujourd'hui est que les idées sont fédérées. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il faut aller vers une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Ce qu'il fallait éviter à la République, c'est quoi? C'est que cette révision constitutionnelle puisse avoir lieu à 1 mois des élections, comme cela a été fait en 2011. Ça dérange en quoi? Ça dérange parce qu'il s'agit d'une grande réforme. Il s'agit de la loi mère qui a été votée par référendum. Il faut que cette population sache exactement où est-ce que nous voulons l'amener. Ce n'est pas d'amener une proposition de loi portant révision constitutionnelle à la veille des élections pour changer le jeu, les règles du jeu pendant le jeu. C'est ça que l'opposition avait décrit à son temps. L'envol aujourd'hui avait en fait que ce débat commence aussitôt pour que la population sache exactement à quoi s'en tenir et connaître les idées des uns et des autres. Bien avant la révision tant souhaitée de la Constitution, il y a des sérieux problèmes au niveau de nos institutions. Dans le Congo central, ça ne va pas. Dans la province de la Lomami, il y a même le gouverneur qui est parti. En Ituri également. Dans le Sankourou, il y a des problèmes. Quel est le point de vue de Envol? Vous savez, laissez-moi d'être fort. Je serai certainement trop fort dans ce que je vais dire tout à l'heure. Nous avons pratiquement des assemblées provinciales sous-traitées. C'est-à-dire? Comment? Vous avez, d'une part, un monsieur qui se présente candidat à député provincial, député national. Il a comme suppléant
Premier suppléant, sa femme. Deuxième On suppléant. n'avait même pas parlé de ça hein, quand vous révisez. Bon, là, c'est la loi électorale qui doit voir ça. Nous l'avions proposé. Nous l'avions proposé. C'est là où je veux même en revenir. OK. Vous avez un député qui porte comme suppléant sa femme. Après, quand il passe candidat sénateur, qui est son suppléant, c'est sa deuxième femme. Et son cousin, qui est le deuxième suppléant. Et quand il passe député national, qui est au corps suppléant, toujours le membre de famille. Et lorsque ces personnes-là passent des institutions après l'autre, qui, la majorité d'entre eux ont laissé dans ces assemblées provinciales, ce sont les membres de leur famille qui suivent à la lettre les directives données soit par papa ou par maman. Passez-moi l'expression de le dire ainsi. Nous avons des assemblées provinciales sous-traitées. Raison pour laquelle vous voyez dans notre proposition, pour éviter cela, il y a deux problèmes. Il y a d'abord ça, nous avons des assemblées provinciales sous-traitées. Pour éviter cela, dans notre proposition de la portant révision constitutionnelle, nous portons une interdiction aux candidats de porter comme suppléants leurs membres de famille. Même s'ils sont membres du parti. Je dis ceci. Il y a plusieurs membres du parti. S'ils sont membres du parti, ils peuvent se présenter. Moi, je connais dans ce pays, il y a une famille où il y a le père qui est député national, il y a l'enfant qui est député provincial. L'enfant s'est porté candidat. Le plus important aujourd'hui, c'est d'éviter... L'honorable Sessanga, son premier suppléant. C'est le camarade Willy Wishia, qui est membre du parti, qui n'a rien à voir avec la famille Sessanga. Chez nous, nous ne tomberons jamais dans ce genre de dérive. Il était élu. Le président Sessanga est doublement élu, député provincial à Kananga et député national à Luisa. C'est lui qui est son suppléant à l'Assemblée provinciale, est un membre du parti qui n'a rien à voir, même pas de lien avec la famille Sessanga. N'est-ce pas? Chez nous, ces dérives-là, nous ne tomberons jamais dedans parce que nous, l'envol, nous prenons une république de valeurs. C'est qu'il faut. Première chose, sous-traitance. Deuxième chose, c'est ce que nous venons même d'évoquer dans le cadre de notre proposition de loi. Vous avez des candidats, de gouverneurs élus qui n'avaient pas la majorité au sein de l'Assemblée, de différentes assemblées où ils étaient. Vous allez remarquer au Congo central, c'est le même problème. C'était un indépendant qui est passé au détriment du candidat de la famille politique. Vous avez de l'autre côté, dans d'autres provinces, c'est presque la même chose jusqu'au Sankuru. Et ces crises ne sont pas des choses qui peuvent nous étonner. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est rejoindre la proposition que l'envol. Bien avant de réviser la Constitution. Mais le problème est là. Nous apportons des solutions. Nous, on ne veut pas rester dans le problème. Nous voulons apporter la solution au problème. Parce que l'envol, mon parti, nous réfléchissons pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au sein de la République. Donc, on doit rester dans ce problème en attendant au cas où cette révision avait lieu 2 ans avant la fin du... Pour l'instant, c'est qu'il faut faire. Prenons un cas isolé, le cas du Congo central. À notre sens, c'est vraiment un avis très personnel. Le gouverneur Atou et son adjoint auraient dû nous éviter à la province ces temps perdus. Je pense qu'en responsable politique, ce qu'il faut éviter, c'est de faire carrière dans la gestion de la chose publique. On vient servir, on ne vient pas faire carrière. On a certainement des activités, on a une profession, et après, on vient servir la République. Lorsque votre vision ne s'accompagne plus avec certaines institutions, tout ce qu'il faut faire, je pense, au nom de la valeur républicaine, c'est déposer sa démission, comme l'avait fait Dominique Strauss-Kahn à son temps, n'est-ce pas? Le gouverneur Atou aurait dû nous préserver de tout ce temps parce que la République a besoin de ce temps-là pour se faire développer. La province aujourd'hui est bloquée. Je me pose même la question, est-ce que le président de la République, au regard de cette crise au sein du Congo central, est-ce que le président de la République ne peut pas faire intervenir son arme constitutionnelle logée dans l'article 198 de la Constitution? C'est la question que l'on se pose. Ça sera ridicule. Tout ce que nous pouvons demander au gouverneur, à tout s'il va nous suivre, c'est de prendre ses responsabilités étant qu'un homme d'État. Ce n'est pas un conflit entre familles politiques, c'est une question où l'avenir du peuple Congo est en jeu. S'il peut se retirer pour permettre aux institutions de continuer à évoluer et que la province soit correctement dirigée, je pense que ça sera salutaire. Votre pétition, vous êtes arrivé à quel niveau maintenant?
Le parti en vol, c'est depuis... nous avions officiellement lancé la pétition le 19 octobre dernier dans la ville de Kisangani, précisément dans la province de la Tchopo. Nous y Vous avez sommes déjà allés. récolté combien Nous avons de accompagné signatures le secrétaire général de notre parti, l'honorable Jean-Marc Mambidi Koloboro. On a lancé officiellement. Aujourd'hui, donner les chiffres exacts, je ne sais pas le dire, mais au moins, j'ose croire que déjà à Kisangani, ils étaient au-delà de 20 000 signatures. À Kinshasa, le travail a commencé depuis le samedi dernier. Ils sont en train d'avancer. L'objectif pour nous, ce n'est pas les signatures. L'objectif, ce n'est pas les signatures. L'objectif pour nous, c'est la sensibilisation. Approcher la population, lui expliquer le bien fondé de notre démarche, connaître qu'est-ce que nous proposons pour reviser la Constitution. Là, je passe à la télé. Certainement, à Boende, on ne va pas me suivre. Certainement... on nous suit à Boende. On nous suit à Boende, mais avec le problème d'électricité, même là où moi je vis à Bandal, il arrive des moments où j'ai du mal à suivre la télévision parce que par moment, l'électricité ne nous garantit pas cela. Le plus important, c'est d'aller vers cette population, lui expliquer le bien fondé de notre démarche pour qu'il s'imprègne de cela et finalement qu'il signe avec conscience, qu'il accompagne cette démarche républicaine. L'objectif pour nous, ce n'est pas des signatures, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la procédure suit son cours normal. Monsieur Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti En Vol, membre de Ensemble pour le changement, opposition, je vous remercie. À moins que vous ayez un dernier mot. Oui, c'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Ici, je profite de l'occasion pour inviter la population quinoise de venir soutenir la signature, la collecte de pétitions lancée par le camarade Jérémy Kiloubou, coordonnateur provincial de l'Envol Kinshasa. Nos cadres et militants vont descendre certainement auprès de vous, dans vos maisons, dans vos parcelles, dans vos entreprises, pour vous parler de notre projet, pour vous parler de notre proposition de loi portant révision constitutionnelle. Recevez-les, écoutez-les, dans la mesure du possible. Accompagnez cette démarche républicaine en signant la pétition. Si vous voulez voir les élections à 2 tours revenir, signez la pétition. Si vous Après Kinshasa, vous allez vous lancer, vous irez où? Nous avons 24 fédérations. Dans toutes nos 24 fédérations, le travail est déjà en train d'être fait. Nous serons dans des points chauds de la ville, à Victoire, nous serons à la Gombe, nous serons à la Tchangou. Nous irons partout. Et même s'il faut faire le tour du Congo, nous allons d'ailleurs faire le tour du Congo pour apporter ces projets. Parce que nous ne faisons pas cette démarche par velléité, mais nous le faisons par conviction. Rodrigue Ramazani, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.